Salut à tous, ça y est, on y est, on est en finale de conférence, en tout cas du côté de la conférence Ouest, avec le choc tant attendu, finalement la logique aura été respectée, entre les Golden State Warriors et les San Antonio Spurs, le premier de la saison régulière face au deuxième, un véritable choc des Titans. Je vous propose une preview la plus complète et précise possible sur cette série pour vous donner toutes les clés, pour comprendre les enjeux, les forces et les faiblesses de chacun et essayer de dégager une tendance sur qui pourrait dominer et s'imposer au meilleur des 7 matchs. Je vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on analyse cette série, cette finale de conférence Ouest 2017 entre les Warriors et les Spurs. On a à ma gauche, avec le maillot bleu, la première attaque de la NBA face à ma droite en maillot noir, la première défense de la ligue, le choc de l'attaque face au choc de la défense. Tout ça va être très passionnant. On a à contrario la 7e meilleure attaque, les Spurs, face à la 2e meilleure défense de la ligue, les Warriors. On a deux équipes qui sont très fortes également au rebond. 9e côté Warriors, 6e côté Spurs. On a le 2e meilleur banc face au meilleur banc de la ligue en analysant le net rating, c'est-à-dire le ratio entre le niveau d'attaque et le niveau de défense. Et puis on a un choc des styles avec une équipe des Warriors qui aime accélérer, qui a le 4e pace, donc le 4e plus grand nombre de possessions jouées par match, face à une équipe des Spurs qui aime plutôt jouer lentement, qui aime plutôt ralentir, avec le 27e pace. Voyez que sur le papier, tout ça est extrêmement alléchant, véritable choc. Je vous propose qu'on commence avec l'analyse de la sélection de tirs des Spurs, qu'on comprenne un petit peu comment ces Spurs marquent leur panier et en quoi finalement opposé à ça la défense des Warriors peut ou ne peut pas matcher. Donc on l'avait déjà analysé ensemble à l'époque quand on avait fait la preview de la série face aux Rockets. On a une sélection de tirs côté Spurs extrêmement homogène. On n'est pas du tout une équipe binaire où c'est soit du lay-up soit du 3 points. On est une équipe extrêmement homogène avec une énorme fréquence de tirs tentés à mi-distance, mais également une belle répartition finalement générale entre les paniers tentés près du cercle, les paniers tentés à mi-distance et les paniers tentés à 3 points. On a globalement 3 gros tiers dans la répartition de l'attaque. Ça se traduit très bien ici sur la carte infrarouge de la sélection de tir avec quasiment du vert et du jaune un petit peu partout sur le terrain. Donc côté Spurs, on peut vraiment allumer de tous les endroits du terrain. On peut être dangereux de partout. En termes de réussite au tir, on est vraiment une belle équipe d'adresse du côté de San Antonio, avec, vous voyez, du rouge et du orange quasiment à tous les endroits du terrain. Donc il n'y a pas un compartiment du terrain côté Spurs à partir duquel on n'est pas à l'aise dans l'adresse au tir. Et c'est particulièrement vrai à 3 points où, vous voyez, côté San Antonio, on peut vraiment sanctionner de loin avec efficacité de tous les endroits du terrain. Dans les grandes lignes, pour que vous puissiez comprendre tout ça, et regardez, magie du direct, je déplace ma tête là-haut, comme ça vous ne serez pas gêné pour la vision de ces slides. Spurs, pour que vous ayez les grandes tendances, je vous le rappelle, une des équipes qui tente le moins de tirs près du cercle. Par contre, une des équipes qui tente le plus de tirs à mi-distance, c'est l'équipe aussi de la ligue la plus à droite au-delà de la ligne à 3 points, et il n'y a aucun endroit du terrain où cette équipe de San Antonio n'est pas dans le top 10 de la NBA en pourcentage de réussite. Donc on peut faire feu de partout et on peut sanctionner avec efficacité de partout. Vraiment, le mot-clé, c'est polyvalence. Comment cette attaque-là peut être matché par la défense des Warriors? Vous voyez que la défense des Warriors, on le disait, 2e meilleure défense de la ligue, et finalement sur le papier, comme ça, un premier aperçu, ça matche très très bien, puisqu'on défend bien au-delà de la ligne à 3 points, et on défend très très bien dans la raquette. Dans le détail, ça donne quoi? Les Warriors sont la 9e meilleure défense de la ligue pour ce qui est d'aller défendre les tirs tentés dans la restricted area, donc c'est-à-dire les tirs à haut pourcentage qui sont tentés d'ici là, de tout près. C'est la 7e meilleure défense de la ligue pour la contestation des tirs à mi-distance, et ça c'est très important quand vous jouez les Spurs, parce que rappelez-vous, ils tentent 30% de leurs tirs
à mi-distance, donc bonne défense dans la contestation des tirs à mi-distance, et c'est la meilleure défense de la ligue pour les above the break threes, donc ce sont ces tirs tentés à 3 points, au-delà ici, c'est ici les above the break, c'est au-delà de cette zone où la ligne à 3 points dans les coins est un petit peu plus proche, vous voyez. Et bien dans toute cette défense-là, des paniers à 3 points above the break, eh bien les Warriors sont la meilleure défense de la ligue. Intéressons-nous maintenant à la répartition de cette attaque des Spurs. Que font-ils en attaque et en quoi, dans ce qu'ils font le plus ou dans ce qu'ils font le moins, ils sont bons ou mauvais. On l'avait déjà vu quand on avait analysé la série Rockets-Spurs, du côté de San Antonio, au même titre qu'on peut faire feu un peu de tous les endroits du terrain, dans la répartition de l'attaque, il y a également une vraie belle homogénéité. On fait plein de choses, on a beaucoup de variétés et on est plutôt en réussite dans cette variété. Donc une fois de plus, côté Spurs, le mot-clé c'est polyvalence. Avec évidemment des grandes tendances qui se dégagent, on pense notamment au spot-up, ce sont les tirs de champ, on l'a vu, les Spurs tirent beaucoup à mi-distance, tirent aussi à 3 points, donc on retrouve une grande tendance en spot-up, mais après, vous voyez, on fait pas mal de posting de haut panier, on implique pas mal le poseur de l'écran sur le pick and roll, on essaye de jouer un petit peu en transition, on fait aussi un peu de cut, polyvalence, vraiment la clé, c'est polyvalence. Si on analyse maintenant le niveau d'efficacité de cette attaque des Spurs par rapport au niveau d'efficacité de la défense des Warriors, et bien là, on a quelque chose qui vous saute immédiatement aux yeux, c'est que d'une manière générale, la défense des Warriors qui est ici mentionnée en orange, qui est sur ce diagramme en orange, là où l'attaque des Spurs est en bleu, sachant que plus vous vous éloignez du centre, meilleur vous êtes. On est là sur une base en indice 100. Donc vous voyez que sur cette base en indice 100, par exemple ici sur la transition, où l'indice d'efficacité en attaque des Spurs est à 69, l'indice d'efficacité de la défense des Warriors est à 76. Voilà comment il faut le lire. Eh bien voyez que cette défense des Warriors, elle encercle littéralement l'attaque des Spurs. On a une défense des Warriors qui va museler, qui va complètement étouffer cette attaque des Spurs. Et voyez que les écarts, ils sont pas anecdotiques. Mis à part ici sur les tirs de champ, sur les spot-up, où on a une équipe des Spurs à 93 et la défense des Warriors à 100, où là vraiment il y a une proximité, mais on est dans les deux cas dans l'excellence. Sinon dans tous les autres compartiments, vous voyez que l'écart il est quand même relativement marqué, et il est quand même relativement considérable. Il n'y a que dans les miscellaneous, les variés, les inclassables, que l'attaque des Spurs surclasse la défense des Warriors, mais c'est anecdotique. C'est complètement anecdotique, et si je vous mets le diagramme avec les couleurs, ça vous saute encore plus aux yeux. L'attaque des Spurs en bleu est complètement étouffée, et complètement cimentée dans la défense des Warriors en orange. C'est un constat qui est sans équivoque. Et si on prend les 4 éléments que les Spurs font le plus en attaque en fréquence, on arrive à un total de quasiment 60%. Donc 60% du temps dans l'attaque des Spurs, on va avoir cumulé un indice d'efficacité de 261, là où l'indice d'efficacité défensif cumulé des Warriors, il est à 345. Donc on a très clairement une défense des Warriors qui surclasse complètement l'attaque des Spurs. Premier constat de cette analyse. On va faire maintenant l'analyse inverse. On va s'intéresser à la répartition de l'attaque des Warriors et voir en quoi la défense des Spurs peut matcher ou mal matcher avec cette attaque. On remarque qu'il y a également côté Warriors une relative belle répartition des différentes sélections, des différents tirs tentés par ces Warriors. Globalement, on va tenter, côté Golden State, quand même beaucoup plus de tirs dans la restricted area, donc dans des paniers à 1 mètre du cercle. On est pratiquement à 33%, donc dans 1
cas sur 3, côté Warriors, on tente un tir en lay-up, des tirs à très haut pourcentage. Et puis finalement, on a un autre tiers qui est constitué de tirs tentés à 3 points. Et le reste, un petit peu de tir à mi-distance et très légèrement de tir dans la raquette. Donc un petit peu plus binaire côté Warriors, avec en gros, dans un cas sur 3, un lay-up tout près, un cas sur 3, un tir à 3 points, et le reste du temps, des tirs à mi-distance. Shooting chart avec la carte infrarouge, on retrouve effectivement cette volonté d'aller aussi sanctionner un petit peu à mi-distance, d'aller quand même beaucoup attaquer le cercle, et puis évidemment aussi du tir à 3 points. C'est l'équipe de Golden State, la 6e de la ligue pour ce qui est du plus grand nombre de tirs tentés à 3 points. On a côté Warriors une vraie belle efficacité en termes de pourcentage de réussite, que ce soit près du cercle ou au-delà de la ligne à 3 points. C'est pas une surprise, hein. Cette équipe de Golden State, on la connaît pour ça, pour ses 3 points de loin, mais ne pas oublier aussi son excellente efficacité tout près du cercle. Ça se confirme quand on rentre vraiment dans le détail des pourcentages. C'est la 3e équipe de la ligue la plus à droite à 3 points, mis à part ici dans l'axe panier-panier. Vous voyez que dès qu'on descend dans les postes de l'ailier, dans les corners, on a des Warriors qui sont à plus de 40% de réussite. Et c'est l'équipe de la NBA la plus à droite dans cette zone-là, donc la zone restreinte à 1 mètre du cercle, où on est à 67% de réussite. C'est un pourcentage absolument colossal. Et souvenez-vous, ce sont des tirs que les Warriors tentent à hauteur de 32 ou 33%. Donc c'est absolument colossal. Et la clé finalement du succès de l'attaque des Warriors, c'est cette capacité à aller tenter et aller chercher des tirs à haut pourcentage. C'est aussi l'équipe de la NBA la plus à droite pour les tirs à mi-distance. C'est pas ce qu'ils font le plus, 20% du temps on l'a vu, mais quand ils le font bien. Plus à droite de la NBA dans les tirs à mi-distance, et c'est la 2e équipe la plus à droite de la NBA pour les tirs above the break, donc les tirs qui commencent ici à 3 points et qui s'arrêtent ici. Donc vraiment, le mot-clé côté Warriors, c'est excellence. Excellence dans les pourcentages de réussite. Opposé à la défense des Spurs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien la défense des Spurs, elle matche pas mal. En tout cas, sur la répartition des contestations au tir, parce que regardez, côté Spurs, on défend très très bien dans la raquette, équipe de grande taille, donc on a vraiment une belle capacité à défendre les paniers tentés tout près du cercle, et puis on a aussi une belle capacité à contester ici dans les coins et sur les tirs à 3 points. Dans le détail, ça donne quoi? Les Spurs sont la 4e meilleure défense de la ligue dans la zone restreinte, ici. C'est par contre seulement la 27e défense de la ligue pour les tirs à mi-distance. Donc quand il s'agit de défendre des tirs tentés à 4-5 mètres, les Spurs, c'est pas terrible. Et c'est seulement la 15e défense de la ligue pour les tirs tentés above the break. Donc effectivement, ça défend bien dans les coins. Merci Kawhi Leonard, mais effectivement, dès que on doit défendre above the break, c'est correct. On est en milieu de tableau. On s'intéresse maintenant à la répartition de l'attaque des Warriors. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette équipe de Golden State est une équipe absolument atypique dans la répartition de son attaque, parce que vous avez 80% des équipes NBA, quand vous analysez leur play type, donc les répartitions des catégories offensives, vous avez 90% des équipes NBA qui vont avoir du spot-up en 1, du pick-and-roll en 2, et peut-être de la transition en 3. Ça, c'est vraiment le schéma classique de la NBA. Eh bien, ces Warriors, c'est complètement en antithèse de cette tendance, parce que ce qu'ils font le plus en attaque, c'est de la transition, c'est du jeu rapide. Ensuite, viennent les tirs de champ, seulement à hauteur de 16%, ce qui est un pourcentage finalement très très faible de tirs tentés, de tirs de champ tentés par rapport au total de l'attaque. Et ensuite, on trouve du cut à hauteur de 12%, du off-screen à hauteur de 13%, et du pick and roll quasiment de manière anecdotique. Donc on a une attaque des Warriors qui est extrêmement forte sur beaucoup de séquences sans ballon,
des cuts, des off-screen. Ce sont des séquences où un joueur va se démarquer sans la balle. Et ça, c'est la marque d'un vrai collectif. Il y a vraiment une capacité d'aller créer le danger de partout, que ce soit côté ballon, côté Warriors, mais également à l'opposé du ballon, côté faible, avec des joueurs qui se démarquent et qui peuvent sanctionner sur des backdoors, c'est les cuts, ou sur des off-screen, ce sont des sorties d'écran sans ballon pour des réceptions-tirs. Donc ça, c'est vraiment à noter, parce que c'est complètement atypique, cette composante d'attaque des Warriors. Évidemment, vous voyez que tout ça est très homogène, finalement les Warriors ils font plein de choses, on retrouve cette polyvalence comme les Spurs, mais c'est cette capacité à créer du danger sans ballon qui fait que c'est une équipe extrêmement difficile à défendre. Si on rentre maintenant dans le détail des forces de l'attaque des Warriors par rapport aux forces de la défense des Spurs, eh bien on se rend compte, l'attaque des Warriors est en bleu, la défense des Spurs est en orange, que globalement ça matche pas trop mal. On va pas considérer que la défense des Spurs étouffe complètement l'attaque des Warriors, mais à contrario, on va pas non plus dire que l'attaque des Warriors explose complètement la défense des Spurs. Vous voyez que globalement ça match pas mal, mais quand on va dans le détail, et qu'on analyse finalement les compartiments du jeu dans lesquels la défense des Spurs surclasse vraiment l'attaque des Warriors. Vous voyez que c'est le cas du post-up, vous voyez que c'est le cas des putbacks, vous voyez que c'est le cas du pick and roll rollman, donc ça c'est quand le poseur de l'écran marque. Et quand vous analysez finalement les fréquences d'utilisation de ces séquences dans le jeu des Warriors, tout ça est relativement anecdotique. Vous voyez que du pick and roll rollman, les Warriors le font quasiment jamais. Du post-up, les Warriors le font pratiquement jamais. Du misc, donc l'inclassable, ça pèse que 4%. Et les putbacks, donc c'est les claquettes, pareil, ça pèse pas grand-chose. Quand on rentre plus précisément dans le détail et qu'on va aller chercher les 4 composantes qui structure le plus l'attaque des Warriors. Donc la transition, le spot-up, les cuts et les off-screen, on arrive à 60,2% du total de l'attaque des Warriors. Et le niveau offensif de Golden State est de 383, là où le niveau défensif des Spurs est de 327. Donc dans ce qu'on fait le plus côté Warriors, eh bien on a quand même un avantage sur la défense des Spurs, même si la vision du diagramme peut donner l'impression que globalement la défense des Spurs tient bien la boutique, mais quand vous allez dans le détail de ce que les Warriors font le plus, et c'est ici, c'est les off-screen, les cuts, les hand-off, les spot-up, eh bien vous vous rendez compte qu'ils surclassent la défense des Spurs. Donc le bilan qu'on peut tirer de cette opposition attaque-défense, c'est que la défense des Warriors, on l'a vu en début de vidéo, elle est complètement en capacité d'étouffer complètement l'attaque des Spurs, et qu'à contrario, l'attaque des Warriors, elle a un avantage, il n'est pas énorme, mais elle a un avantage qui va lui permettre de surclasser la défense des Spurs. Donc sur le papier, cette équipe de Golden State, elle a toutes les armes pour s'imposer dans cette finale de conférence. Les Spurs peuvent offrir une résistance en défense, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en capacité de bien gêner les séquences d'attaque des Warriors, mais inversement, l'attaque des Spurs sera un petit peu trop faible pour espérer surclasser la bonne défense des Warriors. Parce que Draymond Green, même si on est dans une séquence où les Warriors jouent relativement petit, avec pourquoi pas une raquette avec Draymond Green et Durant pourra prendre Gasol, Draymond Green pourra prendre un LaMarcus Aldridge, et les Warriors ne seront pas pénalisés, parce que ces joueurs-là arriveront à tenir la raquette et arriveront à neutraliser les tentatives de jeu intérieur des Spurs. Donc très clairement, l'analyse des stats avancées donne un avantage indéniable à cette équipe de Golden State. L'un des points qu'il ne faut pas occulter, et ça c'est très important de l'avoir en tête avant de tirer toute conclusion, c'est l'analyse du crunch time, c'est l'analyse des fins de match serrés. On n'en a pas beaucoup vu durant ces playoffs, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas des playoffs qui auront été en termes de suspense extrêmement passionnants, mais il faut l'avoir en tête parce que
globalement, on a quand même deux équipes de très bon niveau et on peut s'attendre à des fins de match serrées, même si l'analyse que je vous livre aurait quand même tendance à donner les Warriors devant. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que dans les fins de match serrées cette année, les Spurs ont le 4e meilleur rendement de la ligue. Qu'est-ce que j'appelle une fin de match serrée? C'est 3 points d'écart, il reste que 3 minutes à jouer. Donc c'est une possession d'écart dans les 3 dernières minutes, c'est vraiment les toutes fins de match. Les Spurs, cette saison, quand ils ont été dans cette configuration, 3 points d'écart, 3 minutes à jouer, ils ont 19 victoires, 9 défaites, et en rendement attaque par rapport au rendement défense, ils ont un plus-minus à 21. Les Warriors, cette saison, ils n'ont joué que 41 minutes cumulées dans cette configuration. C'est une équipe qui n'a pas été beaucoup mise en difficulté cette saison. C'est soit ils ont perdu très largement, ils ont pris 20 points, soit ils ont gagné très largement, ils ont mis 20 points, mais il y a eu finalement très peu de matchs serrés. Et quand il y a eu des matchs serrés, les Warriors, ils ont un bilan négatif, qui est que de 8 victoires, 9 défaites. Et dans ce ratio attaque-défense, ils ont un négatif à moins 16. Avec notamment, vous voyez, un assist-turnover ratio très élevé, donc beaucoup de pertes de balles, et un pourcentage au tir pondéré à 39,5%. Donc, en 2016-2017, quand les Warriors ont été poussés dans les cordes, amenés sur une fin de match serrée, ils ont complètement déjoué et ils ont extrêmement mal négocié ces fins de match. C'est vraiment intéressant parce que si les Spurs arrivent à s'accrocher, arrivent à survivre à ce que j'ai appelé le phénomène Mike Tyson, qu'on a de plus en plus maintenant en NBA, où les équipes tournées vers l'attaque comme les Warriors, comme les Cavs, comme les Rockets, comme les Celtics, arrivent à vous déchaîner sur vous une avalanche de points, non pas points P-O-I-N-G-S comme Mike Tyson, mais P-O-I-N-T-S comme en NBA, et bien si vous arrivez à survivre à cette avalanche de points dans le premier quart-temps, que vous restez au contact et que vous amenez l'équipe dans une fin de match serrée, si les Spurs arrivent à faire ça, eh bien au vu de ce qu'on a pu constater en saison régulière et finalement au vu du peu d'expérience qu'a eu les Warriors en 2017 sur ces fins de match serrés, j'ai envie de dire avantage Spurs. Donc le schéma, il est très simple. Les Warriors vont tout faire pour complètement museler l'attaque des Spurs et à contrario dérouler en attaque et chercher le blowout. Là, les Spurs, inversement, ils vont essayer de ralentir au maximum le tempo. Être dans une guerre de tranchées, être dans un match qui se joue en 90 possessions où le score final est sous les 100 points. Et en essayant d'accrocher une fin de match serrée, ils vont essayer de pousser les Warriors face à leurs faiblesses et essayer de les faire déjouer. Donc on va vraiment avoir un choc des tactiques. Avec d'un côté une équipe qui va vouloir accélérer, qui va vouloir dérouler son jeu rapide, qui va vouloir essayer de voler des ballons et aller trouver des paniers faciles en transition, et puis à contrario une équipe qui va vouloir ralentir le tempo, qui va vouloir tomber dans une guerre de tranchées, aller essayer de fixer à l'intérieur, attirer la défense sur les intérieurs, pourquoi pas ressortir sur des tireurs. La capacité des Spurs à aussi bien gérer le ballon, perdre peu de balles peut être aussi intéressante parce que les Warriors, on l'a vu, première composante de leur attaque, le jeu en transition. Donc ça veut dire transformer des pertes de balles, des bonnes défenses, des pertes de balles forcées en des points faciles. Si les Spurs arrivent à maintenir leur niveau de rigueur et à perdre peu de ballons, eh bien effectivement ils peuvent priver les Warriors de ces points faciles en transition. Ça sera passionnant, cette série sera passionnante. Espérons des matchs serrés. Sur le papier, il y a quand même un très net avantage Warriors. Les Spurs, on l'a dit, ils n'ont qu'une seule chose à faire, essayer de s'accrocher et amener la rencontre dans une fin de match serrée. Tout ça sera passionnant à suivre d'ici là. Merci de votre fidélité et si vous aimez cette chaîne, eh bien likez, partagez et abonnez-vous. Bon match à tous.